L'un des meilleurs moyens de réussir dans le commerce est de bien connaître son marché. Certaines entreprises dépensent des millions en études pour comprendre exactement ce que veut le client. Et si je vous disais que la plus grande catastrophe marketing de l'histoire a justement été causée par une étude de marché ? Je m'explique. Tout commence en 1985 et Coca-Cola est en guerre. Pas une guerre militaire, mais une guerre commerciale et son ennemi c'est Pepsi. Depuis sa création en 1886 par un pharmacien d'Atlanta, Coca-Cola a régné sans partage sur le marché mondial des sodas. Pendant près d'un siècle, la question ne se posait même pas. Coca, c'était le soda, le symbole des États-Unis, la boisson que l'on buvait n'importe où, n'importe quand et avec n'importe qui. En 1948, Coca-Cola représentait 60% des parts de marché des sodas américains, un chiffre tout simplement hallucinant. Mais dans les années 70, Pepsi change de stratégie. Au lieu d'attaquer Coca frontalement sur la publicité, Pepsi préfère user de malice et d'ingéniosité. Elle descend dans les supermarchés américains avec des caméras, installe des stands de dégustation et invite les passants à goûter 2 sodas à l'aveugle. Les cobayes goûtent les 2 sodas et sont unanimes, il y en a clairement un meilleur que l'autre. Et au moment de la révélation, c'est la surprise. Contre toute attente, ils ont préféré Pepsi. Bien évidemment, la marque a eu la brillante idée de filmer tout ça et de le diffuser en masse à la télévision. C'est ce qu'on appelle le Pepsi Challenge. Et il fait des ravages. En 1984, la part de marché de Coca-Cola est tombée à 21,8% face à Pepsi, qui elle monte à 18,8%. C'est la panique chez Coca. Comment a-t-on pu remettre en cause la place de numéro 1 du soda à l'étiquette rouge ? Autant vous dire que tous les bureaux se réunissent et se mettent à réfléchir. Le PDG de Coca-Cola, Roberto Goizueta, a alors une idée. Et cette idée est simple. Si Pepsi gagne le test du goût à l'aveugle, c'est que notre recette est moins bonne. Donc, on change la recette. Ce qui semble être une évidence pour beaucoup, sauf que Coca-Cola ne change pas juste une recette. Depuis 1886, la formule secrète du Coca-Cola est l'un des secrets industriels les mieux gardés du monde. Elle est conservée dans un coffre-fort à Atlanta et seules 2 personnes dans l'entreprise la connaissent en intégralité. Cela fait donc 99 ans que le monde évolue, que des guerres mondiales ont éclaté, des empires ont chuté et la face du monde a totalement changé, mais le goût du Coca-Cola, lui, n'a jamais bougé. C'est précisément ce que les Américains achètent, pas juste une boisson, mais une constante, quelque chose qui goûte exactement pareil depuis leur enfance, depuis l'enfance de leurs parents et depuis l'enfance de leurs grands-parents. Mais Goizueta est un homme d'affaires, pas de sentiments. Et les chiffres lui disent que sa recette perd face à Pepsi. Alors il fait ce que toute grande entreprise rationnelle ferait. Il développe en secret une nouvelle formule, plus sucrée, plus proche du profil gustatif de Pepsi. Et pendant 2 ans, ses équipes travaillent dans la plus grande discrétion, testant des dizaines de variations jusqu'à trouver celle qui bat Pepsi à l'aveugle. Et pour valider la décision définitive, il lance la plus grande étude de marché de l'histoire de l'industrie agroalimentaire. 200 000 consommateurs à travers les États-Unis testent la nouvelle formule en aveugle. Et les résultats sont sans appel. Ils préfèrent la nouvelle recette à l'ancienne. Mieux, ils préfèrent la nouvelle recette à Pepsi. Pour Goizueta, c'est une victoire totale. Les chiffres sont là, la science est là, l'étude est là. La décision est donc prise. Le 23 avril 1985, Roberto Goizueta convoque la presse au Lincoln Center à New York, l'une des salles les plus prestigieuses du pays. Il annonce solennellement que Coca-Cola change sa formule pour la première fois en 99 ans. Il présente le New Coke comme plus doux, plus rond, plus audacieux, une saveur plus harmonieuse. La presse note discrètement ce que Goizueta ne dit pas, c'est que le New Coke, en fait, ça ressemble beaucoup à Pepsi. Sauf que Roberto a oublié quelque chose. Ces 200 000 cobayes ont répondu à une question très précise. Lequel de ces 2 sodas préférez-vous ? Ils n'ont pas répondu à « Est-ce que vous accepteriez qu'on supprime votre Coca-Cola ?» Ce ne sont pas les mêmes questions et les réponses ne sont du coup pas les mêmes. La réaction ne se fait pas attendre et elle est violente. Dès les premiers jours, le standard téléphonique de Coca est submergé. L'entreprise reçoit jusqu'à 8000 appels par jour, des consommateurs furieux, certains en larmes, qui exigent le retour de leur Coca. En 2 mois, ce sont 40 000 lettres de plainte qui arrivent au siège d'Atlanta. Dans les supermarchés, c'est la ruée. Les Américains vident les rayons de l'ancienne formule et font des stocks. Des garages entiers se remplissent de caisses de Coca originales. Un homme du Texas achète même pour $1000 d'anciennes formules chez un embouteilleur local. Des groupes de protestation se forment spontanément à travers le pays. Des manifestants défilent devant les usines d'embouteillage. Des lettres aux rédactions des journaux condamnent la décision. Il y a même un sénateur de l'État de Washington qui déclare que changer la recette de Coca est une atteinte à l'américanité. Les ventes s'effondrent, moins de 20% en 2 mois. Goizueta tient bon pendant quelques semaines. Officiellement, le New Coke est un succès, mais officieusement... Le 11 juillet 1985, soit 79 jours après le lancement du New Coke, Goizueta convoque une conférence de presse d'urgence. Il annonce le retour de l'ancienne formule sous un nouveau nom, Coca-Cola Classic. Son discours est sobre, presque militaire. « Nous avons entendu les Américains, nous avons commis une erreur, nous la corrigeons. » La réaction est immédiate. En 2 jours, la hotline de Coca-Cola reçoit 31 600 appels.
Pas de plainte cette fois, mais des gens qui appellent pour dire merci, qui pleurent de soulagement et des journaux qui titrent sur le retour du vrai Coca. Et Pepsi dans tout ça ? Pepsi exulte. La marque diffuse immédiatement une publicité présentant le retour du Coca-Cola classique comme un aveu de défaite. Nous avons gagné la guerre du cola, clame une pub Pepsi diffusée en prime time. Sauf que la suite leur donnera tort, car le retour du Coca-Cola classique provoque quelque chose d'inattendu, un raz-de-marée de nostalgie et d'attachement qui propulse ses ventes à des niveaux jamais atteints. Les Américains, privés de leur Coca pendant 79 jours, se ruent dessus comme s'ils retrouvaient un ami perdu. En fin d'année 1985, Coca-Cola Classic est redevenu le soda numéro 1 des États-Unis, loin devant Pepsi, et loin devant New Coke, qui disparaît discrètement des rayons quelques années plus tard. Le résultat, lui, fait quelque chose d'assez rare pour un grand patron. Il l'assume. Lors d'une réunion célébrant le 10e anniversaire du New Coke, il déclare « Nous avions l'intention de changer la dynamique des sodas aux États-Unis, et c'est exactement ce que nous avons fait. Certes, pas de la façon prévue. » Au final, la plus grande étude de marché de l'histoire de l'agroalimentaire a coûté des millions, mobilisé 200 000 cobayes et produit des résultats parfaitement exacts. Le New Coke était objectivement meilleur que l'ancien. Les chiffres ne mentaient pas, sauf que les chiffres avaient oublié de demander aux gens s'ils voulaient vraiment que leur Coca soit meilleur. La réponse manifestement était non. Merci Damien pour cette histoire complètement dingue à retrouver en podcast sur le site et l'appli Happiness Radio et toutes les plateformes de streaming. Ce soir à 19h-21h, Damien sera également dans l'antre du geek, toute l'actu pop culture à ne pas louper de ces 7 derniers jours. C'est ce soir à 19h. Merci Damien pour cette belle histoire et à ce soir. Et nous les amis, dans 3 minutes, on vous emmène à Dury pour une course à ne pas louper, course en relais d'ailleurs. C'est dans votre agenda du réveil et c'est juste après ça sur Happiness.